Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc aujourd'hui, on va commenter un article, toujours écrit par Philippe Leblanc. L'article ici date de juin 2023. Le titre est simple, le poids des mots. Je pense que j'ai fait une vidéo pareille l'année précédente. Donc, il y a certains mots que les gens prononcent généralement en bourse qui devraient généralement, quand vous les entendez, entraîner en vous une réflexion assez profonde. D'accord? Faites attention. Alors, qu'est-ce que ça va donner? À mon avis, certains mots devraient être rayés du vocabulaire de l'investisseur. C'est le cas de certitude. Si vous entendez un expert devrait être mis entre parenthèses aussi, dire, par exemple, qu'il est certain qu'une récession surviendra d'ici la fin 2023, 2030, 2150 ou je ne sais pas quoi, il y a un problème de crédibilité à mon avis. Qui peut être certain de quoi que ce soit en matière d'économie ou de finance? On peut croire qu'il y a de fortes chances qu'une récession s'en vient, enfin s'en venir, en langage québécois, d'accord, s'en vient, mais on ne peut pas être certain. Il y a de fortes chances, mais on ne peut pas être certain. La certitude n'existe pas en bourse. Sur les marchés financiers, la certitude n'existe pas. Vous avez vu présentement, nous sommes en période des résultats à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a des entités qui ont des mauvais résultats, mais qui sont très bien réceptionnés ici par le marché. Vous voyez des plus 10%, plus 20%. Moi, quand je commence à voir des grosses variations pareilles, je sais que le marché est de plus en plus frileux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura une récession ou bien le marché va chuter. Je n'en sais rien du tout. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est que je n'ai aucune certitude. D'accord? Je ne sais pas à quoi va ressembler demain. C'est la raison pour laquelle j'essaie de trouver le maximum d'informations possibles qui me permettent ici de bâtir, d'augmenter ici, voilà, mes convictions sur une entité ou bien sur un sujet donné. OK? C'est tout. Les certitudes n'existent pas. Et vous comprenez bien ici, il y a un terme que j'utilise bien souvent, d'accord? C'est le terme, c'est « il y a de fortes chances ». Il y a de fortes chances. Je pense que vous m'entendez souvent parler comme ainsi. Il y a de fortes chances, parce qu'on ne parle pas de certitude ici. Si quelqu'un vous dit, à la fin de l'année, récession, OK, là, il y a un problème de crédibilité. À l'heure là, je ferme toute la vidéo, tout ce qu'il a raconté avant ne va plus m'intéresser, je passe à autre chose. Donc, faites attention aux certitudes. Au cours des nombreuses dernières semaines, mon équipe et moi avons analysé le titre d'une société canadienne. Et là, il prend l'exemple, mettez-vous dans ce contexte-là, à cette période-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on parle précisément de ce titre-là, mais c'est pour vous donner à peu près son niveau de... c'est toujours par... ça prend toujours en considération le sujet qu'on mentionne ici aujourd'hui. Donc, il y a certains mots qui devraient entraîner en vous une certaine réflexion, on va le dire comme ça. Donc, au cours de nombreuses dernières années, mon équipe et moi avons analysé le titre d'une société canadienne. Après une analyse du modèle d'affaires, des risques, des possibilités de croissance, etc. Donc, vous comprenez déjà que si vous analysez une compagnie, vous devez connaître le modèle d'affaires ou bien ici le business model, des risques, des possibilités de croissance. Je pense également qu'on l'a mentionné sur les vidéos précédentes, n'est-ce pas? C'est le même auteur qui l'a mentionné. Donc, à la fin de la journée, il ne va rien réinventer. Et c'est comme ça qu'il faut faire. OK? En tout cas, si vous voulez faire ici du value investing ou bien du quality value investing ou bien si vous êtes des investisseurs long terme ou bien si vous voulez faire ici du GARP, modèle d'affaires, risque, possibilité de croissance plus d'autres éléments derrière. Je pense qu'on les a cités aussi au niveau des 4 facteurs, au niveau de la qualité, etc. Donc, on continue. Nous avons conclu que le titre était un achat sur la base de notre évaluation. Après avoir étudié le modèle d'affaires, le risque et les possibilités de croissance, ils ont conclu que le titre était un achat sur la base de leur évaluation. Mais pouvons-nous conclure que nous sommes certains qu'un tel investissement sera lucratif au cours des prochaines années? Absolument pas. De nombreux facteurs, souvent imprévisibles, pourront influer sur les résultats de la société et sur notre évaluation de son titre au cours des prochaines années. Alors, moi, je trouve souvent étonnant les personnes qui pensent que l'évaluation d'une entreprise est figée dans le temps. Non. Alors là, non, 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 non. Vous pouvez évaluer une entreprise aujourd'hui à 100 $ et 2 mois plus tard, la même entreprise l'évalue à 10 $.
Tout simplement parce que les éléments, il y a des paramètres ont changé. Microsoft, je prends tout l'exemple de Microsoft, qui paraissait surévalué il y a quelque temps, aujourd'hui est sous-évalué. Ou bien correctement évalué. Parce qu'il y a des paramètres qui ont changé. OK? Ça, ici, on revient parfois je dis, revenez chaque 3 mois ou bien refaites une évaluation de l'entreprise que vous possédez ou des entreprises que vous avez en portefeuille ici chaque 3 mois. D'accord? Que ce soit quantitatif et qualitatif. Enfin, le qualitatif, généralement, vous le faites à chaque fois qu'on publie des rapports financiers. D'accord? Donc, il faut toujours revoir vos éléments quantitatifs ici. C'est important. On ne peut pas être certain que parce qu'on a affiché une valeur ici à $800 que ça va arriver. Non. Et je pense que vous avez l'exemple aujourd'hui avec Gucci, d'où l'importance de la marge de sécurité. Et encore, je continue à penser que les gens qui ont acheté du Gucci à 400 € n'ont pas surpayé. Donc, tout ce... Voilà, quand je parle de Gucci, je parle de Kering. Hein. Voilà, on va dire ici que c'est une seule marque, c'est monomarque. Hermès, c'est monomarque également. L'entreprise que vous avez présentement en portefeuille, je parle de Kering ici parce que je ne comptais pas faire une vidéo dessus. Mais le sujet que je mentionne ici peut clairement s'appliquer à cette compagnie-là. Il y a beaucoup de gens qui avaient des certitudes parce que c'est le luxe, ça monte. Quel genre de réflexion c'est ça? C'est que ça n'a pas de sens. OK? Qui achète ces produits? La géographie d'opération, la distribution du produit, la stratégie de marketing derrière ou bien de commercialisation derrière. Est-ce qu'on fait des pubs? Est-ce qu'on contrôle le réseau de distribution? On ne peut pas comparer Kering et Hermès. On ne peut pas comparer Michael Kors et Gucci. Ce n'est pas la même chose. Non seulement au niveau du nom, mais également le positionnement au niveau du prix n'est pas le même. OK? Il n'est pas le même. Et quand vous faites du luxe, il y a une façon de le faire. D'accord? Quand vous faites du luxe, en fait, il faut créer la rareté. D'accord? Vous savez que l'offre est là. Même si l'offre est de 1 million, vous ne devez jamais satisfaire pleinement cette offre-là. C'est ça qui vous permet de maintenir vos prix à des niveaux assez élevés. OK? Or, si tout le monde peut se procurer vos produits, ou bien si tout le monde peut attendre, si tout le monde attend les soldes parce qu'ils savent que vous allez en faire pour se procurer vos produits, vous n'avez pas forcément un pricing power ou une marque forte. Enfin, ici on parle des certitudes, mais en bourse, il n'y a pas de certitude. Il n'y en a pas. C'est une question de probabilité. Il y a de fortes chances que ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas parce que ça paraît sous-évalué qu'on fera forcément de l'argent dessus. Il y a d'autres éléments à aller étudier derrière. Et parfois, même en étudiant ces éléments qualitatifs, là, on se rend compte que le multiple de valorisation que je paye ici aujourd'hui devrait peut-être être ajusté. C'est pour ça que je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur Kering. Allez la regarder, vous allez rigoler. Mais je la laisse là, je n'ai pas besoin de... Vous allez rigoler. D'aucuns vont s'attacher à cette évaluation. Ils disent, oh, mais c'est... Enfin, j'avais dit que je m'étais limité à $800. Très optimiste. Mais il y a une chose, c'est qu'au-delà de ce $800, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on allait l'acheter. Il faut absolument lire les rapports financiers pour avoir une idée générale ici de comment est-ce que l'entreprise distribue le produit, etc. Où est-ce qu'elle vend, les personnes à qui elle vend ici, qu'est-ce que le niveau de vie de ces personnes-là augmente, etc. Bref, il y a des questions à poser derrière. Après, on va me dire ici que oui, mais c'est après coup. Soit. Mais bon, je vous encourage quand même à aller la voir. OK? On tire les leçons du passé. Ça reste de la consommation discrétionnaire. Et quand on le disait à certaines personnes, que mais non, c'est du luxe, ça se vend tous les jours. Mais vous pensez que les poches des gens ne se vident pas? Oui, mais Ferrari se comporte bien. Mais Ferrari, les gens qui achètent du Ferrari n'ont déjà pas de problème d'argent. Bon, revenons à notre article. C'était juste une petite discrétion ici vers Kering. On aura du Kering à toutes les sauces aujourd'hui parce que je sais que c'est en ce parenthèse, c'est je ne dirais pas que c'est l'action du moment, mais c'est celle qui fait le plus le buzz présentement. D'accord? À mon avis, un investisseur est un probabiliste. On revient aux probabilités. Il prend des décisions après avoir sous-pesé le pour et le contre et estimé leur poids dans la balance des probabilités. Les conditions menant à la certitude n'existent pas. Mais on s'entend également que quand on parle ici de balance de probabilité, d'accord, on va le dire comme ça,
C'est pas comme s'il y avait un... Voilà, moi, je n'ai pas un papier où je vais mettre, bon, ok, voilà, si c'est comme ça, si je mets 10%, c'est comme ça, je mets 3%. Non, c'est très subjectif chez moi. Et c'est... En fait, je sais que vous recherchez des systèmes. OK? Je peux être très optimiste sur une compagnie. Par exemple, je pourrais être capable de mettre 10% de mon capital sur du Meta, du Google. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, ah non, pas plus que 2%. Et il a ses raisons. Et il aurait également raison. Parce que chacun d'entre nous est différent en tant qu'investisseur. Hein. C'est pour ça que la première chose qu'on demande, c'est quel type d'investisseur vous êtes. Apprenez à vous connaître vous-même. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Donc, quand on parle de probabilité ici, c'est voilà, c'est une façon ici de vous dire qu'il faut toujours garder ici une place pour l'inconnu. OK? Donc, les conditions maintenant à la certitude n'existent pas. Des mots extrêmes comme apocalypse sont également à proscrire. J'ai pourtant entendu l'expression apocalypse économique dans les médias récemment, en 2023. Hein. Peut-être même maintenant, je ne sais rien, parce que moi, comme je l'ai dit, je n'écoute pas les médias. Littéralement. Je ne regarde pas CNBC ou bien BFM Bourse. Quoique, ça dépend de la personne qu'on peut recevoir. Si on reçoit un PDG d'une entreprise qui m'intéresse, je vais peut-être écouter. Mais les avis d'experts sur des sujets, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas parce qu'ils n'auront pas un bon point de vue, pas du tout. Mais j'ai pris sur moi, il y a quelques années, de fermer tout. Parce que parfois, vous pouvez être poussé à surréagir parce que quelqu'un, entre parenthèses, considéré comme un sachant, va vous donner une info. Il vous a convaincu que c'était la bonne idée peut-être de vendre ou d'acheter. Regardez la vidéo sur Zim. Vous reconnaissez encore Zim? La fameuse compagnie qui gagne de l'argent là parce que les prix des conteneurs avaient augmenté, le transport avait augmenté. Il y a des vidéos d'experts, gestionnaires de portefeuille, OK, qui vous donnent des arguments, d'accord, pour lesquels... Enfin, ils vous présentaient des arguments en faveur d'un investissement sur la compagnie qu'on appelle Zim. Des arguments. Vraiment, quand vous écoutez la personne, dit ah non, c'est sûr que je vais acheter. Or, moi, derrière mon ordinateur, avec mon petit bagage, un tout petit peu de lecture, je sais que c'est un business cyclique. On ne peut pas garder ces prix-là pendant longtemps. Sinon, ça revient à dire que tout va devoir augmenter sur le marché. Or, je sais également que ce secteur d'activité-là, pour transporter un produit, c'est juste un conteneur. C'est juste, il faut acheter un paquebot, je ne sais pas comment on appelle ces trucs-là, un porte-conteneur ici. D'accord? Ça ne coûte pas cher. Oui, peut-être pour vous et moi, ça coûte cher, mais ça ne coûte pas cher. On passe juste la commande. Il n'y a pas de barrière à l'entrée ni quoi que ce soit. Tu prends ton bateau, boum, tu le fous à la mer et tu casses les prix. Donc, ce secteur d'activité est indiscipliné. Zim, Max, aujourd'hui, on en parle. À Pagloyd, on en parle. C'est même pas des... Vous ne devez même pas passer 2 minutes dessus, en fait. OK? Donc, il faut faire attention aux médias. Et je n'écoute pas également les médias qui parlent de mauvaises... Les médias vendent du sensationnel. Ils sont là pour les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles ne vendent pas. Et je le répète encore une fois. Vous avez des chaînes YouTube qui parlent d'apocalypse matin, midi, soir avec des éléments convaincants. Ça fait 10 ans qu'ils parlent de ça. Ce qui est sûr, ils auront raison tôt ou tard. Et ils passeront pour des génies. Ah ben je l'avais prévu. Ah ben entre-temps, ici, les gens font de l'argent depuis 10 ans. D'accord? Je prends tout l'exemple ici également du Bitcoin ou bien des crypto-monnaies. Je ne comprends rien dessus. D'accord? Mais je n'essaye pas non plus d'avoir un avis négatif dessus. Si je ne comprends rien, je n'achète pas et je ferme ma gueule parce que je n'ai pas envie de sonner comme un con. C'est tout. On s'arrête là. Mais je ne dirais pas que « Oh non, ça ne sert à rien, machin ». Quoique j'ai eu à tenir ce discours il y a quelques années. Vous avez vu également les entreprises, Jamie Dimon de JP Morgan tenait également un discours pareil. Mais quand il y a de l'argent à se faire, laissez-moi vous dire que les financiers vont entrer ils vont entrer sur ce marché-là histoire de se faire des sous. BlackRock avec son ETF, etc. C'est bien. Donc les gens veulent transiger ça, tant mieux, allez-y. Et ce n'est pas étonnant parce que si vous revenez dans l'histoire, si les gens ont pu acheter des fleurs, spéculer sur des fleurs, pourquoi ne pas spéculer sur des crypto-monnaies? C'est pas fou. Les gens spéculent bien sur des cartes de baseball, non? Sur des timbres, n'est-ce pas? Sur des pièces de monnaie, n'est-ce pas?
Pourquoi pas sur des bitcoins, même si vous pensez que ça ne sert à rien. Pourquoi pas? Il y a un marché, il y a une demande, on va la satisfaire. J'ai toujours pris l'exemple de quelqu'un qui vendait des cailloux, qui est devenu multimillionnaire en vendant des cailloux. Des cailloux qu'il partait ramasser à la plage. Il prend et ramasse le caillou, il dessine un petit machin, il met dans une belle boîte. Ça s'appelait Petrox. Allez-y, regardez l'histoire de Petrox. Vous ne savez même pas à quel point vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Tout, on peut tout vendre. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette discussion-là? Bref, revenons ici. Apocalypse économique, ça n'existe pas, d'accord? Donc, la fin du monde économique, vraiment, on va se dire une chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas un peu extrême de parler de fin du monde économique. Ça fait des siècles qu'on en parle. Hein. Tôt ou tard, ça va arriver de toutes les façons. Comme l'a écrit Howard Marks, un auteur que je recommande, avec les livres également qui viennent avec, la chose la plus importante, c'est un livre qui parle de risque sans un seul calcul mathématique. C'est du bon sens à l'état pur. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que investir en bourse, vous pouvez être très bon en maths et faire de l'argent sur les marchés financiers, comme vous pouvez être très nul en mathématiques, mais bon en arithmétique et faire également beaucoup d'argent. En fait, vous n'avez pas besoin avoir un QI très élevé. Choisissez votre niche, développez votre expertise et faites votre cash. Vous m'entendez souvent dire ici que je n'utilise pas d'analyse technique, mais il y a des gens qui font de l'argent avec. D'accord? Mais moi, je n'en ai pas besoin, je n'utilise pas. Ça ne me sert à rien dans mon processus de décision. Mais celui qui en fait, tant mieux s'il se sent à l'aise avec ça. Et s'il gagne de l'argent, c'est bien pour lui. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent sur les marchés financiers. Mais quand on parle d'investissement à long terme, j'ai le droit ici de penser qu'investir à long terme, c'est d'abord faire du stock picking. Hein. C'est questionner la pérennité du business qu'on a présentement en portefeuille, plus les questions que vous connaissez au-dessus. Donc, comme l'a écrit Howard Marks, investisseur et auteur de plusieurs livres, la plupart du temps, la fin du monde ne se produit pas. Le monde de la finance ou de l'économie n'est ni blanc ni noir. Il peut prendre diverses nuances de gris. L'investisseur travaille dans un environnement imprévisible où la certitude n'a pas sa place. Une décision devrait toujours être fondée sur une variété de scénarios auxquels sont rattachées des estimations de probabilité. Kering va mourir, probabilité que ça survienne, 25%. Kering va se relever, continue à croître, probabilité que ça survienne, 50%. Kering va survivre, rester à peu près à ce niveau de bénéfices, probabilité que ça survienne, 50%. Donc on a 25 croissance, 25 décroissance, 50 stabilité. Et maintenant, si on est en croissance, disons que je vais payer, c'est pas moi, 20 fois les bénéfices. Stabilité, 15 fois les bénéfices. Décroissance, 10 fois les bénéfices. Maintenant, quand on parle de décroissance, là, parfois, c'est souvent difficile d'estimer la décroissance. Ici, on va s'entendre. On va peut-être se dire ici que, bon, je vais diviser les bénéfices actuels par 2 et payer 10 fois le chiffre que je vais trouver. Je vais diviser par exemple les bénéfices moyens sur les 10 dernières années ou bien sur les 5 dernières années par 2 et payer 10 fois le prix que je vais trouver, le chiffre que je vais trouver. D'accord? Ou bien, la personne qui va investir sur voilà, qui se dit l'entreprise va rester à peu près à ce niveau-là, va apporter à peu près le même niveau de bénéfices, etc. Je prends la moyenne des 5 dernières années, multiplie par 15 et je paye ce montant-là. Je ne paye pas plus que ce montant-là. Et si je suis optimiste, je prends la moyenne des bénéfices nets, je fais un multiple de 20 et je paye ce montant-là. Vous accordez une probabilité à chacun, 25, 50, 25, et vous trouvez un chiffre. Si vous arrange, allez-y, point barre. Bon, après, moi, j'aime toujours réfléchir du point de vue rendement, en me basant également sur ce que l'entreprise a pu produire, et également en m'adossant sur des éléments qualitatifs qui pourraient me permettre ici de bâtir une conviction. J'espère que c'est compréhensible. D'accord? Donc, jamais et toujours sont également à proscrire. Ça ne va jamais arriver. C'est toujours ça sera toujours ainsi. Ça n'existe pas. Jamais et toujours, ça n'existe pas du tout. Même constat pour impossible. Quand je dis aux gens que tôt ou tard, une action comme Hermès reviendra nous chercher à 25 fois les bénéfices. Mais non, c'est impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Jamais. Ça n'existe pas. Toujours, ça n'existe pas. Calmez-vous les enfants.
Et tout simplement parce que les gens qui parlent ainsi n'ont aucun bagage, n'ont jamais lu sur l'histoire même des marchés financiers. Vous serez étonné de voir certaines entreprises aujourd'hui comme IBM. C'est un fleuron comme vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant la bulle des Nifty 50, vous connaissez? Après, je ne vais pas trop... Allez-y, regardez. À combien de fois les bénéfices ont négocié cette compagnie-là? Quelle était l'origine même de cette théorie-là? Et comment est-ce que ça s'est terminé? Donc, impossible, toujours, jamais n'existe pas. Avant, vous vous rappelez, je donnais souvent mes estimations. Par exemple, si une entreprise vaut, on calcule que la valeur est de 50 et 500 $, la valeur ici calculée avec les éléments qu'on a face à nous ici, parce que comme on dit ici, la valeur est fluctuante, ok? Je ne vais pas l'acheter à 500 $. Je vais l'acheter ici à un prix ici qui me donne une marge de sécurité, parce que je sais une chose, c'est que il faut faire attention à demain. Le futur est imprévisible. Donc, pour se protéger contre notre propre ignorance, vaut mieux ici payer toujours avec une marge de sécurité. C'est la base. Donc, quand je dis à quelqu'un que LVMH, je veux l'avoir à 15 fois les bénéfices, il se fout de ma gueule. Ben, c'est pas grave, c'est mon argent. S'il n'y a pas 15 fois, je passe ma route. On m'a proposé du Meta à 10 fois les bénéfices. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, Meta fait moins 10% ou moins 16%. Je ne commenterai même pas ces résultats-là. Allez-y, lisez les rapports financiers. Moi, je dirais, vous serez celui qui n'achète pas du Meta aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, je ne vous encourage pas à acheter Meta. Je vous encourage à aller lire vos rapports financiers. 20 fois les bénéfices à 17 fois les bénéfices pour une entreprise qui est en croissance au moins à double chiffre pour les années à venir, avec des relais de croissance inexploités. Eh bien, j'ai également quelques éléments négatifs sur Meta. Comme je disais hier ici, le document qu'on nous a envoyé pour pouvoir voter à l'Assemblée générale, Meta nous propose ici de voter contre certaines résolutions ici, proposées par les investisseurs. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais voter pour. Parce que je trouve que ça ne fera que renforcer ici l'entreprise. Bon, pour tous ceux qui sont investisseurs à Meta, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Laissez-moi savoir si vous avez reçu vos documents tantôt. Et votez aux assemblées générales, même si vous avez une seule action. C'est important. Et votre avis également compte. Ne l'oubliez pas, vous êtes des propriétaires. D'accord? Donc, on continue ici. On était où? Même constat pour impossible, quel que soit le secteur dans lequel on investit, on ne peut pas connaître le futur. On ne peut pas connaître le futur avec certitude. On peut avoir une idée générale de comment est-ce que ça pourrait se passer, mais on ne peut pas connaître le futur. La concurrence est féroce dans la plupart des industries et la majorité d'entre elles seront perturbées par l'innovation dans les années à venir. C'est particulièrement vrai de nos jours alors que les développements technologiques arrivent à la vitesse grand V. Dans la même veine, il faut faire attention aux analyses qui évaluent un titre boursier à 2 décimales près. Quand j'entends c'est 60 $, 58, 10 $, 20. Comment quelqu'un peut-il proclamer que le titre de Couche-Tard vaut 71 $ et 36 sous? L'évaluation d'une entreprise ne peut pas être précise. Jamais. C'est un intervalle de valeur. Celui qui l'évalue à 50 $ et celui qui l'évalue à 70 $, les deux ont raison. Tout dépend ici des hypothèses que vous avez prises ici. Imaginez que celui qui l'évalue à 70 $ peut-être pris, c'est pas moi, 40 fois les bénéfices. Et celui qui l'a pris à 50 $ peut-être pris, disons, je prends un truc bête, un chiffre bête, hein, à 25 fois les bénéfices. On va le dire comme ça. Je pencherais plus pour celui qui le moins 10 ans. Parce que vous mettez déjà des barrières par rapport à votre évaluation. Il y a des limites déjà à ne pas dépasser. Moi, je m'entendais toujours dire ici que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, même si l'entreprise a une croissance de 40%, même si elle a une croissance de 40% en moyenne. Quand je dis que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, c'est-à-dire que même en prenant en considération cette croissance-là, mon multiple d'évaluation maximum sera 25. Aujourd'hui, l'entreprise peut se négocier, comme par exemple du Visa, Mastercard, se négocier à des multiples très élevés aujourd'hui. Mais quand je prends en considération la croissance sur 2 ans et que j'applique un multiple de 25 fois les bénéfices, je trouve qu'on a un prix intéressant aujourd'hui. Je n'ai pas mis 40 fois les bénéfices, donc ça me fait souvent rire quand je vois quelqu'un dire « Oh, mais la moyenne des PER sur la période, c'est 30 fois. Donc, si j'applique 30 fois, voilà ce que ça va donner. » Non, 30 fois, ça veut dire 3% de rendement. À 25 fois les bénéfices, même, il faut même commencer à trop réfléchir. Et dis-toi que quand je l'achète à 25 fois les bénéfices, il faut au moins que cette compagnie puisse croître au moins au niveau à 5% au-delà
de 2026, on va prendre comme ça, c'est un exemple, au-delà de 2026, parce que j'ai pris le maximum ici, la croissance estimée en 2026. Parce que tôt ou tard, on aura tendance à se rapprocher ici de la moyenne du marché qui est située aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. 15, 17 fois les bénéfices par là. Et encore, ça dépend des industries. OK? Parce que parfois, quand on dit que non, le marché européen est sous-évalué, mais quand on dit pas le marché européen est sous-évalué, quelles sont les entreprises qui sont incluses? Le marché européen dépend de plus en plus de quel type d'industrie, quel type de secteur d'activité. Parce que ça joue également dans l'évaluation. Si c'est plus des cycliques, bah, c'est normal que ce soit sous-évalué. Parce que les cycles se négocient à ces niveaux-là. Donc, il y a un élément qu'on ne prend pas en considération, c'est à savoir la pondération sectorielle. D'accord? Comme je dis souvent, les statistiques, parfois, on peut dire une chose et son contraire avec les stats. Faites attention. Donc, on dit les small caps sont sous-évaluées. Bah, elles sont par rapport aux small caps américaines. Bah, elles sont constituées de quoi tes small caps? Quel secteur d'activité en majorité? Et quand tu compares au marché américain, ça donne quoi? D'accord? Bon, déjà, on revient sur nos pratiques et on le termine. Alors, on dit ceci. L'évaluation d'une entreprise ne peut pas être précise. L'exercice relève de l'estimation, de la supposition éclairée. Supposition éclairée. Donc, ce n'est pas pour rien quand je viens ici, je donne tous ces éléments quantitatifs-là. Mais vous savez comment est-ce que je suis arrivé à la conclusion? OK? Quand je vais lire ici que le target des analystes est à 200 $ l'action, ça ne me sert à rien du tout. Qu'est-ce qui est inclus derrière, en fait? Comment est-ce que tu arrives à 200 $? Ah, j'ai fait un DCF sur 10 ans avec un WACC de 6% ou bien de 7%. OK. Je vais dire, ici, moi, je ne suis pas d'accord. Comment on fait? Donc, pensez en termes de rendement, c'est plus facile. Donc, moi, j'achète des entreprises qui me donnent moins rendement sur les coûts. Rendement sur les bénéfices en date d'aujourd'hui de 8%. Et encore, j'essaie de vérifier au maximum, en posant le maximum de questions, si l'entité peut au moins reverser ce niveau de bénéfice net-là dans le futur. Parfois, j'ai raison. Parfois, je me trompe. Et quand je me trompe, je dois passer à autre chose. On n'a pas besoin d'avoir raison à 100%. Juste un taux de réussite de 50%, déjà, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Même en dessous de 50%. OK? Donc, attention aux expressions définitives telles que la société XYZ jouit d'un modèle d'affaires inattaquable. Une telle phrase pose deux problèmes selon moi. D'une part, on ne peut pas dire qu'un modèle d'affaires est inattaquable. On devrait plutôt dire difficilement attaquable. D'autre part, en écrivant une phrase de ce genre, on émet une opinion. On croit que le modèle d'affaires de la société est inattaquable. Dans nos publications, nous essayons autant que possible d'écrire « nous croyons que » ou « nous estimons que ». Donc, on dit aujourd'hui que Visa et Mastercard sont des business imprenables. Difficilement prenables. Parce que la concurrence ne dort pas. Aucun business n'est imprenable. Et dis bien aucun. Une entreprise doit savoir s'adapter pour survivre. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de Kodak qui avait un business imprenable? L'innovation technologique a tué cette entreprise. Pourtant, c'est elle qui a innové en premier. C'est elle qui a créé l'appareil photo numérique. Mais elle n'a pas su en profiter. Parce que son vrai business, c'était de vendre ici les consommables autour de la photographie. D'accord? Donc, après, si elle avait pu s'adapter, on serait loin aujourd'hui. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, à l'origine, ne faisaient pas ce qu'elles font aujourd'hui. Il y en a plein. Si on parle de Berkshire Hathaway, bon, c'est un exemple tout bête. C'est du textile. Mais pour survivre, il a fallu se réinventer. D'accord? Vous avez vu, par exemple, vous avez du General Electric qui a commencé comme une compagnie industrielle, devenu une compagnie financière pour redevenir à la fin une compagnie industrielle. Donc, il faut s'adapter. Toujours. C'est important. Donc, on dit ceci. Le mot garantie,
comme dans rendement garanti, est également à éviter. Rendement garanti n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Si vous voyez quelque part quelqu'un vous dire que je vous garantis 10%, même s'il vous garantit 2%, la seule personne qui peut vous garantir quoi que ce soit, c'est peut-être la personne qui imprime cet argent-là. Le reste, là, zéro. Pas de garantie. Si vous entendez quelque part ici 10% garantie, même si c'est 1% garantie, si ce n'est pas une institution bancaire, bye. Parce que même avec l'institution bancaire, le 10%, on va toujours vous donner un chiffre qui est inférieur ici à l'inflation moyenne ou bien au niveau de l'inflation moyenne. Donc en réalité, vous ne gagnez même pas d'argent. Quand on vient vous dire ici que vous aurez du 4,5% si l'inflation de rendement moyen sur vos investissements, si l'inflation est de 4,5%. En fait, en réalité, vous ne gagnez rien. Mais bon, vous allez voir que votre argent va s'apprécier ici, mais votre pouvoir d'achat n'aura pas bougé, on va le dire comme ça. Aura stagné, on va le dire comme ça. Ou bien peut-être même diminué. D'accord? Donc, de fait, lorsqu'on parle d'investissement risqué comme les titres boursiers, la mention de rendement garanti devrait sonner l'alarme dans l'esprit de tout investisseur. Même parmi les placements plus sécuritaires que sont les obligations, il n'y a pas de garantie ou de rendement garanti. Il n'y a qu'à voir quels ont été les rendements obligataires nord-américains en 2022 pour s'en convaincre. Lorsqu'un analyste ou un économiste tente de nous convaincre, il aura probablement avantage à paraître certain de ses prévisions et à utiliser des termes excessifs. L'investisseur avisé lui retorquera que la certitude n'existe pas dans ce monde. Donc, excusez-moi si je n'investis pas sur du Nvidia. Est-ce que je pourrais dire que je suis certain que ça va retomber? Non. La probabilité pour qu'on revienne à une certaine moyenne est assez élevée. Donc, je regarde, j'observe et je félicite tous ceux qui vont faire de l'argent dessus. Point barre. Et je ne shorte pas non plus parce qu'elle a des résultats. C'est la même chose avec Tesla. OK? Bref, c'est la fin de cet article aujourd'hui. OK? Donc, évitez les certitudes, les jamais, les toujours. Réfléchissez en termes de probabilité et n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on va dire ici? La probabilité pour que vous likiez cette vidéo, est-ce qu'elle est élevée ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on verra, n'est-ce pas?